Bonjour donc et bienvenue à ce webinaire, à ce nouvel épisode de Cyril Malkas en divan qui parle de ne plus laisser les autres, ne laissez plus les autres appuyer sur vos boutons. Très souvent, j'ai un petit peu parlé de ce sujet auparavant, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc je pense que c'est quelque chose dont on doit parler encore plusieurs fois et peut-être aller plus en détail avec certaines des choses importantes là-dedans. Mais très souvent, on se laisse facilement influencer par les autres parce que les autres nous disent, ils peuvent nous blesser, ils peuvent vraiment nous mettre dans tous nos états. Et de cette façon, quelque part, nous contrôler. On fait souvent des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement, pense-t-on ou croit-on. Alors comment est-ce qu'ils font ces gens-là pour appuyer sur nos boutons et comment est-ce qu'on peut les en empêcher ou comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de nos boutons? La première chose dont on doit parler pour vraiment comprendre le truc, c'est comment on conçoit nos émotions. Comment est-ce que nous ressentons ce que nous ressentons? Le plus souvent, ces fameux boutons sur lesquels les gens appuient, ce ne sont pas des boutons intelligence ou pas intelligence, ce sont des boutons émotionnels quelque part. Parce que la plupart des gens, ou beaucoup de personnes, quelle que soit notre éducation, quel que soit notre niveau d'éducation, etc., sur le côté émotif, sur le point de vue émotif, on peut plus facilement se laisser entraîner, on peut plus facilement se laisser déstabiliser qu'on ne le peut lorsque les émotions ne sont pas tellement en jeu. C'est pour ça que très souvent, dans notre travail, par exemple, ou dans certaines situations, on peut parfaitement gérer les cas très très difficiles, et puis on rentre à la maison et tout s'écroule à cause d'une remarque ou d'une chose qui a été dite, qui a été faite. Et donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre tout d'abord comment sont conçues nos émotions, d'où elles viennent, comment elles sont composées quelque part, de quoi elles sont composées, comment elles arrivent. Et pour ça, on va prendre le principe du ABC, comme je l'appelle, c'est un principe très simple. Ce qu'on dit généralement, c'est que dans une situation, quelle qu'elle soit, si par exemple votre conjoint ou conjointe vous dit quelque chose ou fait quelque chose qui va démarrer une blessure ou qui va démarrer une discussion ou une dispute, c'est ce qu'on va appeler l'activateur. A comme activateur. Lorsque cette situation, donc ce A, ça peut être quelque chose qui est dit, ça peut être quelque chose qui est fait, ça peut être une allusion même. Des fois, certaines personnes peuvent être très douées à dire quelque chose sans rien dire, ce qui fait que seule la personne touchée se rend compte qu'elle est touchée. Pour tous les autres, ça paraît tout à fait innocent. Bref, tout ça, tout ce qui démarre quoi que ce soit, tout ce qui démarre une situation, quelle qu'elle soit, c'est ce qu'on va appeler A, l'activateur. En psychologie classique, on va dire qu'un activateur, A, va mener à une conséquence. La conséquence, c'est, comme conséquence, ça va donc être une réaction qui va venir de votre part, ça va être une émotion qui va être démarrée, qui va commencer ou qui va être mise en jeu par cette remarque qui vous a été faite, par ce qu'on vous a dit, par ce qu'on vous a fait, par un regard qu'on vous a lancé, bref, la conséquence émotionnelle de la situation. C'est-à-dire que donc on pourrait dire que une situation, une activation A mène à une conséquence C. Alors on va prendre un exemple par exemple. On va dire, je sais pas, je suis dans un café et puis je suis en train de déguster un demi et puis arrive quelqu'un qui me donne un coup de coude dans le dos, un coup vraiment très vicieux, ou un coup de coude, ou un coup de poing, ou peu importe. Ça c'est donc la situation A. C'est ce qui s'est passé. Si on devait voir ça comme une caméra, c'est ce que la caméra prendrait, ce que la caméra verrait. La conséquence C, c'est que ça me fait mal et que je me retourne pour lui coller une baffe ou je me mets en colère ou quoi tu te mêles, mais qu'est-ce qui te prend, mais c'est qui ce mec, enfin bref. Ça, c'est la conséquence C. Donc là, on dira que, oui, une activation A mène à une conséquence C. Un petit peu comme on peut dire une activation A, par exemple, mettre son doigt sur une plaque électrique qui est brûlante,
mène à une conséquence C, on se brûle. C'est un petit peu comme ça qu'on a compris aussi tous les principes psychologiques, un petit peu comme on les a compris de façon presque médicale, dira-t-on, ben voilà, on a l'activation et donc ça mène à une conséquence. Maintenant, si on reprend la situation où je suis dans le bar, je me retourne pour faire une remarque au bonhomme, et là je me rends compte que c'est un mec qui est aveugle, et puis qui m'a donc donné un coup avec sa canne ou avec son coude par inadvertance, quoi. Il m'a pas vu. Est-ce que je vais être en colère? Non, ma colère elle tombe tout d'un coup, tout de suite, et je vais presque me sentir gêné d'avoir osé me mettre en colère. Je vais peut-être même l'aider à trouver une place, etc. Et pourtant, l'activation A est toujours la même. L'activation A, c'est que je me prends un coup dans le dos qui me fait mal. Mais là, par contre, il y a une autre conséquence. Il y a un autre C. Donc on va dire, ok, donc ça veut dire que ce n'est pas la situation A qui mène à C, mais c'est quelque chose d'autre qui est entre les deux. Et c'est quoi qui est entre les deux? Ben, ce qu'il y a entre les deux, c'est le B. En anglais, belief, donc là ça va bien avec le B. En français, croyance, c'est déjà un peu plus bon. J'ai eu d'autres possibilités, donc ça peut être le blabla, ça peut être le baratin, ça peut être certaines choses que l'on croit, que l'on pense, etc. Alors ça, le B, ça peut être certains principes que l'on a bâtis au travers des années, ça peut être certaines peurs que l'on a, certaines angoisses, un filtre, pourra-t-on dire, et entre autres, nos 10 commandements à nous. Nous aussi, nous avons nos lois, nos tables de la loi, et nous les suivons. Et donc, tout dépend de la teneur de ce B pour nous mener, dira-t-on, à ce fameux C. Donc, en fin de compte, ça n'est pas A à C, mais c'est A vu au travers du B, ou vu au travers de mes croyances, qui va me mener à la conséquence. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas peur des araignées, par exemple. En A, si on voit une araignée, c'est angoisse. Non, c'est pas parce que c'est causé par l'araignée, mais c'est causé par une croyance, ou par plusieurs croyances, ou par plusieurs vues que l'on peut avoir sur les araignées. Donc ce sur quoi on réagit, ce n'est pas le A, mais c'est le B. Ça vient de notre set, de notre système de croyances. Alors, si on essaye de prendre un peu ça comme d'autres exemples un peu plus concrets, par exemple, on pourra dire si en A, on part du principe qu'on a une perte. Alors ça peut être une perte d'une personne qu'on aime, parce que la personne nous quitte, on divorce, ou la personne meurt. Ça peut être une perte de travail, où on part au chômage, une perte de santé, un accident, enfin bref, une perte de quoi que ce soit, de quelque chose que ce soit. Si lorsque l'on a cette perte, on pense ou on voit cela en se disant « c'est insupportable, je ne peux pas supporter cette perte, je ne peux pas supporter de vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans ce travail, maintenant toute ma vie s'écroule » ou « je ne peux pas vivre sans mon bras droit parce que je suis droitier, parce que maintenant je ne peux plus rien faire, etc. » Donc là, on arrive en dépression. Si on part de la même perte, exactement la même perte, quelle qu'elle soit, mais que on se dise ou qu'on le voit au travers d'un système de croyance qui dit c'est douloureux, ça fait mal, j'aurais espéré vivre avec lui le reste de ma vie et maintenant ça va plus être possible, tous mes plans s'envolent en fumée, il va falloir que je reconstruise d'autres trucs, ça va être difficile. Oui, on va être triste, mais on ne va pas être déprimé. La différence, dans ce cas-là, c'est que dans la dépression, en fin de compte, on entre dans un système de pensée qui fait qu'on se dit « c'est insupportable, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas survivre ce genre de truc, etc. » Là, on n'est pas tourné sur la situation, mais on est tourné sur soi-même. Et la personne qui est en dépression n'est pas plus triste que la personne qui est triste. Mais elle en rajoute, pourra-t-on dire, une couche qui est plus basée ou centrée autour d'elle-même. Si on prend une autre situation, par exemple une évaluation, on doit aller à un examen, on doit aller à un entretien d'embauche, ce que vous voulez, où on est dans une situation où on va être évalué sur certaines de ses qualités et de ses possibilités. Si on se dit en B,
Mais je suis nul de toute façon, j'ai jamais pu rien faire. Ça va encore, je vais encore me péter la gueule comme d'habitude. De toute façon, j'ai toujours su que je pourrais rien faire. Ça va nous mener à une angoisse. Et là, si vous allez dans cet état-là, à cette évaluation, quelle qu'elle soit, ça vous le savez aussi bien que moi, on a 9 chances sur 10 pour se planter. Parce qu'on ne va pas penser clairement, parce qu'on va être concentré sur comme on est nul, plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe, et donc on va totalement bloquer. Et il se peut parfaitement qu'on ait oublié des choses qu'on savait parfaitement et dont on va se souvenir en ressortant. Si on parle de la même évaluation, mais qu'au lieu de se dire je suis nul, on va dire bon je suis pas parfait, je vais faire de mon mieux. C'est vrai, ça risque d'être difficile pour moi si j'ai pas ce job, mais bon, c'est pas la catastrophe, je trouverai autre chose. Et puis si je leur conviens pas, peut-être qu'ils me conviennent pas non plus, et c'est peut-être très bien comme ça. Oui, on va être inquiet, ça va mener à l'inquiétude, mais on ne va pas être angoissé, on va toujours pouvoir gérer la situation, on va toujours pouvoir s'en dépêtrer, on va toujours pouvoir être actif. Bien entendu, on va être un peu nerveux, bien entendu, on va bafouiller un petit peu, mais la personne qui est angoissée et qui bafouille va bloquer totalement. La personne qui est inquiète et qui bafouille, on va avoir un petit coup, et puis on va même le dire, excusez-moi, je suis un petit peu inquiet, et puis c'est tout. Et on va continuer à avancer. Et la personne qui est angoissée n'est pas plus inquiète que la personne qui est inquiète, mais elle base ses émotions sur quelque chose d'autre. Elle base encore une fois ses émotions sur elle-même. Je suis nul, je ne peux rien faire, je ne vaux rien de toute façon, etc., etc. Ce qui la bloque, ce n'est pas l'évaluation. Ce qui la bloque, c'est la vue qu'elle a sur elle-même, cette personne. On va prendre un troisième exemple. Une frustration. Quelqu'un qui vous dit quelque chose qui n'est pas très gentil, ou vous êtes bloqué quelque part, ou vous ne pouvez pas faire quelque chose, ou les choses ne vont pas dans votre sens, ou bref, une frustration quelle qu'elle soit. Si on se dit, ça ne doit pas arriver, il ne faut pas que ça arrive, ce genre de truc, ça ne devrait pas être possible, je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Si on ne peut pas tolérer la réalité, on a un problème et ça nous mène à la colère. Cette colère va faire qu'on va dire certaines choses qu'on ne devrait pas dire, on va faire certaines choses qu'on ne devrait pas faire, on va détruire beaucoup de choses et on ne va rien remettre en place. La colère est toujours destructrice. Même si elle peut des fois changer quelques petits trucs, c'est minimal par rapport à ce qu'elle détruit. La colère est également irrationnelle. Si dans exactement cette même frustration, vous dites, c'est arrivé, donc ça arrive, ça ne veut pas dire qu'on va être content, ça ne veut pas dire qu'on va être heureux d'avoir perdu 2 heures, ça ne veut pas dire ceci et cela. Bien entendu, on ne va pas aimer, bien entendu, on va être frustré, bien entendu, on va être irrité sur certaines choses. Mais, même si on a une réaction en disant quelque chose à la personne qui nous a frustrés, par exemple, ça ne va pas être basé sur la même chose. Si on est en colère après quelqu'un parce qu'il nous a dit quelque chose qu'on n'aimait pas, on va essayer de lui rendre l'appareil, on va essayer de lui faire mal, par exemple. On va essayer de se venger, si on peut dire. Quelque part, c'est une guerre à la plus petite échelle, quoi. Et ça, bien entendu, c'est pas constructif du tout. Si on est irrité envers quelque chose qui nous a été dit, on va plus facilement pouvoir lui dire, mais tu sais quoi, ça m'irrite parce que c'est pas juste ce que tu dis, ou je ne pense pas que ce soit juste. Mais ça va être plus constructif. Il va y avoir un élément constructif dans ce désagrément. Et le pire est que la personne qui est en colère n'est pas plus irritée que la personne qui est irritée, mais détruit beaucoup plus. Dans ce ABC, très souvent aussi, on va dire donc qu'il y a un petit peu une différence entre les émotions et les sentiments. Un sentiment peut parfaitement être un A et mener à une émotion C. Par exemple, disons que la personne dit quelque chose de négatif ou dit quelque chose de négatif qui vous fait de la peine. La première réaction, la conséquence de ceci, c'est une conséquence rationnelle. On a de la peine, on est triste. Et dans ce cas-là, on va dire, donc le A, il m'a dit ça, donc en B, on se dit, il m'a dit ça, ça me fait de la peine. C, on a de la peine et on est triste. Maintenant, le truc, c'est qu'on se monte aussi le bourrichon un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas là. Si on s'arrêtait là, ça irait bien, mais on ne s'arrête pas là. Et on continue. Donc on va prendre A, un nouveau A, on va dire, on est triste.
Je suis triste parce qu'il m'a dit ceci et cela. Si en B, après on se dit, mais comment est-ce qu'il peut oser me dire ça? Mais quel salaud! Comment il peut oser dire ce genre de truc quand lui, il a fait bien pire, etc. Et là, on arrive en C à une colère. Ou alors, on peut se dire, bah oui, il a dit ça et ça m'a fait de la peine. Et, mais oui, mais pourquoi je suis toujours comme ça? Mais ça, on me l'a dit depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours été comme ça, etc. Et là, on peut risquer d'entrer en dépression. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir ce qu'on va appeler les sentiments qui naissent de certaines de ces choses. Et après, on va y ajouter une dose de croyance, rationnelle ou irrationnelle d'ailleurs. Et donc là, on arrivera à une émotion. Donc, on pourra dire que une émotion, c'est un sentiment plus une croyance. Et encore une fois, on ne parle pas de positif contre négatif. En ce moment, on est très, très basé dans la société moderne à positiver. Il faut qu'on soit positif, il faut toujours être positif, il faut voir le positif, etc., etc. Bon, ça, c'est une connerie. Parce que s'il vous arrive quelque chose de négatif, il est parfaitement normal d'avoir une réaction négative. On en a besoin même. On pourra dire à la limite que si tout était toujours positif, on n'apprendrait rien, on serait des personnes totalement inhabiles et inintelligentes et inintéressées, puisque tout se passe bien, puisqu'on n'a plus de problème, puisque tout est positif. C'est bien entendu grâce au négatif que l'on apprend certaines choses. Si je n'avais pas appris à tomber, je n'aurais jamais appris à marcher, s'il n'y avait pas eu de conséquences. J'ai appris à marcher parce que j'ai appris à tomber, ou plutôt parce que j'ai appris à me relever. Donc, il est normal que si on a une perte de travail, si on vit une frustration, si on doit aller à une évaluation quelle qu'elle soit, il est normal que nos réactions ne soient pas spécialement positives. Bien entendu, on est inquiet, bien entendu, on est triste, bien entendu, on est ceci, cela. Il faut un petit peu oublier tous ces côtés positifs et négatifs. Et on n'a pas besoin de positiver sur quelque chose de négatif. Positiver quelque chose de négatif, c'est fuir ce qui se passe. C'est autant une fuite que d'entrer en dépression, par exemple. Non, ce qu'il faut voir, c'est le rationnel contre l'irrationnel. C'est-à-dire que est-ce que mes émotions sont par rapport à ce qui est arrivé, donc rationnel, ou est-ce que mes émotions sont irrationnelles par rapport à quelque chose que je me dis? Est-ce que je suis en train de me faire un film et c'est là-dessus que je réagis? Dans ce cas-là, c'est irrationnel. Et les émotions irrationnelles sont faciles à juger ou à voir parce que ça va être des émotions qui vont vous bloquer. Tout comme la dépression bloque, tout comme l'angoisse bloque, tout comme la colère vous bloque. Donc toutes les émotions qui vous bloquent, vous pouvez parier qu'elles sont irrationnelles. Les émotions qui peuvent être très fortes, mais qui ne vous bloquent pas, sont rationnelles, même si elles sont négatives. C'est même normal que l'on ait de la peine si votre mari vous a trompé ou si votre femme vous a trompé. C'est parfaitement normal d'avoir de la peine et de voir ça d'un côté négatif. Maintenant, entrer en dépression, ça n'arrangera rien, mais être triste, ça permettra quand même le dialogue. Donc, les émotions, même très fortes, peuvent parfaitement être rationnelles. Et les émotions irrationnelles ne sont pas plus fortes que les émotions rationnelles, elles sont juste bloquantes parce qu'on est concentré sur soi-même plutôt que d'être concentré sur ce qui se passe sur le A, quelque part. Donc, on dira que dans une situation A, si on a des croyances rationnelles, donc A plus BR, si on veut dire ça comme ça, égale CR. A plus une croyance rationnelle égale une conséquence rationnelle. Mais par contre, A plus BI égale CI, donc A plus une croyance irrationnelle mènera bien entendu à une conséquence irrationnelle. Donc vous pouvez parier que si vous avez une conséquence irrationnelle en vous, si vous vous mettez en colère, si vous sentez que vous entrez en déprime, si vous angoissez, etc., donc vous avez des croyances irrationnelles en jeu quelque part en vous, et c'est à vous de voir où elles sont et quelles elles sont. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment? Vous croyez quoi sur toute cette situation? Alors, des croyances irrationnelles, on en a une flopée, mais il y a bien entendu quelques classiques. Donc, je vais vous en nommer quelques-uns.
Alors, l'une des plus classiques, ça va être je suis nul, je suis mauvais, je suis immoral, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise sœur, je suis une mauvaise grand-mère, je suis une mauvaise bla 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 bla. À partir du moment où on commence à dire je suis, de toute façon, on est en train de dire une connerie. Parce que on n'est pas nul. On peut être nul dans certaines choses. Par exemple, moi, je suis nul à jouer du piano, par exemple, mais ça ne veut pas dire que je suis nul en tant que personne. Okay? Donc, parce qu'on est nul en informatique, par exemple, ça ne veut pas dire non plus qu'on est nul. À partir du moment où on prend une qualité et qu'on l'utilise pour dénominer toute la personne, pour faire référence à toute la personne, eh bien entendu, ça ne marche pas. Je suis mauvais, je suis immoral, etc. Ça aussi, c'est un jugement de valeur sur la personne. Et à partir du moment où on se juge comme ça, on se bloque. Parce que si je suis nul de toute façon, je ne pourrai jamais le faire, donc autant ne pas le faire. Je ne pourrai jamais accepter ça, donc autant ne pas l'accepter. Je ne pourrai jamais m'en sortir, donc autant ne pas essayer. Bref, quelque part, c'est bien pratique de se dire qu'on est nul parce que ça nous évite aussi de se mettre au travail. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Si je ne dis pas comme lui, si je ne fais pas comme il dit, ou si je ne fais pas comme elle fait, ou si je ne fais pas comme elle, ou si je ne suis pas d'accord avec elle, je risque de perdre son amour, je risque de perdre son amitié, on ne va plus être copains, on ne va plus être amis, ça serait dommage parce qu'il est gentil, etc., etc. Et de cette façon, on est vachement bien contrôlé. Mais si votre ami ou la personne qui vous aime seulement quand vous faites ou quand vous dites comme lui ou comme elle, quelque part, là, il y a, comme on dit au Danemark, il y a du sable dans l'engrenage. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous perdez son amour et son amitié parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui ou avec elle, ou parce que vous ne faites pas ce que cette personne veut ou demande de vous, c'est que cet amour et cette amitié ne vaut pas grand-chose quelque part. Donc, ouais, vous risquez de le perdre, mais dans ce cas-là, si vous le perdez pour ça, c'est que ça ne vaut pas le coup de le garder de toute façon. Ça aussi, ça serait une bonne façon de vous remettre en question le cas échéant. Je ne vaux rien, ça c'est un petit peu dans le même sens que je suis nul, j'ai aucune valeur, en fin de compte, je vaux rien du tout. De toute façon. Ça aussi, donc, jugement de valeur, non, personne ne vaut rien, personne ne vaut quelque chose, d'ailleurs, on est tous pareils, plus ou moins. Quoi qu'il nous arrive, de toute façon, la Terre continuera à tourner, les gens continueront à naître et à mourir, donc de toute façon, c'est un petit peu se la péter de penser qu'on vaut quelque chose, quelque part. Donc, ouais, quelque part, c'est vrai, on vaut tous rien du tout, mais comme de toute façon, on vaut pas plus l'un que l'autre, tout le monde est content. Ou alors aussi, je suis comme ça parce que quand j'étais petite, mon père m'a dit que de toute façon, je ne ferais rien de ma vie. Alors là, c'est bon. Ah mais oui, mais non. Parce que ça, il se peut que papa ou maman ou des copains d'école vous l'aient dit, ou vous ait dit quelque chose d'approchant ou autre chose, quand vous étiez petit. Et c'est un fait que ça vous a sûrement marqué. Parfaitement normal. Maintenant, c'est ce qu'on m'a dit aussi, quand j'étais petit, et pourtant, je m'en suis quand même pas mal dépatouillé. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que, peut-être que tu le penses, mais c'est pas vrai, et de toute façon, que tu le crois ou pas, peu importe, moi, je vais faire ce que je veux. Si vous aviez réagi comme ça, vous ne vous diriez pas aujourd'hui, je peux pas parce qu'on me l'a dit. Donc, quelque part, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que vous êtes toujours comme ça aujourd'hui. C'est même pas parce que vous l'avez cru que vous êtes comme ça aujourd'hui. Mais c'est parce que vous le dites en ce moment, toujours. La personne qui se le dit en ce moment, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas votre père, c'est pas vos copains, c'est pas votre mère, c'est pas votre passé. C'est une voix que vous prenez et que vous répétez. Vous êtes la personne à utiliser cet axiome, à utiliser cette assertion. Vous êtes la personne qui peut maintenant le contredire. Donc, à partir du moment où vous arrêtez d'y croire, où vous arrêtez de vous dire ce genre de choses, oui, là, les choses changent. Donc, il y a beaucoup d'autres BI comme ça. Maintenant, la façon dont les autres appuient sur vos boutons, et d'un côté, c'est pas eux qui appuient sur vos boutons. Et c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas les arrêter. C'est parce que c'est vous qui appuyez sur ces boutons avec ce que eux vous disent. Maintenant, pensez bien que vous êtes la personne, ou vous avez été la personne qui
avez donné ce pouvoir à ces personnes. Vous êtes la personne qui a laissé l'autre pouvoir vous influencer. Vous prenez son avis au sérieux. Vous prenez ce qu'il vous dit au sérieux, ce qu'elle vous dit au sérieux. Vous comptez son opinion comme quelque chose d'important. C'est vous qui donnez de l'importance à ses propos. C'est vous qui gardez ces mots et qui les utilisez pour vous blesser vous-même. Et donc, vous êtes la seule personne à pouvoir arrêter tout ça. Vous êtes la seule personne à pouvoir désactiver ce bouton. Vous êtes la seule personne à pouvoir reprendre ce pouvoir. En réagissant et commencez à travailler sur vos baies irrationnelles. Pourquoi est-ce que ça vous fait du mal, ce genre de choses? À quoi pensez-vous? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui mène à ces différentes émotions? Et que devriez-vous vous dire pour changer ce B? Parce qu'après, ce n'est pas suffisant de connaître ce B. Après, il faut le changer. Mais ça, c'est relativement facile une fois qu'on l'a trouvé. Une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on a dit, bon, ben, personne n'est nul, donc je ne suis pas nul. C'est vrai que même s'il dit que je suis nul, c'est son opinion à lui, mais c'est pas parce il n'a pas de baguette magique et c'est pas parce qu'il dit que je suis nul que je le suis. Et moi, je ne suis pas nul parce que je suis bon à ceci, je suis bon à cela, j'aime ceci, j'aime cela, etc. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez contrer ces baies irrationnelles et les transformer en baies rationnelles. Ça ne veut pas dire que ça ne vous fera pas de peine que la personne que vous aimez vous dit une vacherie. Mais vous pourrez réagir d'une autre façon en remettant les pendules à l'heure, en lui disant « écoute, ça, ce n'est pas le genre de choses que je veux accepter ». Et vous pourrez en discuter de façon constructive. Et si, pour lui, c'est vous traiter comme ça qui est la seule façon de vous aimer, dans ce cas-là, on revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, il est peut-être temps de changer d'amis ou de personnes avec qui vous vivez. Mais en gros, la personne qui a le contrôle sur ces boutons, c'est vous et vous seul. Alors, attention, c'est simple, c'est extrêmement simple, mais ça n'est pas facile. Ça va demander du travail, mais plutôt que de vous passer un film qui vous détruit, autant travailler à vous passer un film qui remet les choses à l'heure et puis qui vous permet d'avancer. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Voilà, c'était en gros ce dont je voulais parler aujourd'hui. Il y a d'autres choses à dire sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une page internet où, là je viens de donner un coup au micro, excusez-moi, j'ai une page, oui parce que je bouge beaucoup des mains pendant que je parle, donc en fin de compte, c'est toute une pantomime, mais ça vous pouvez pas le voir. Oui, donc j'ai une page sur cette méthode ABC qui s'appelle « Pourquoi toujours combattre ces mêmes fantômes ?» et donc vous la trouverez si vous allez sur abc.malka.xyz. abc.malka.xyz. Et là, vous avez tout un système de vidéos pour vous apprendre à gérer vos émotions et à désactiver ces boutons parce que c'est pas facile à faire tout seul. Mais en tout cas, si vous avez suffisamment d'informations dans cette vidéo, vous pouvez vous-même travailler là-dessus, c'est pas un souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc au revoir pour cette fois et je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire et un autre podcast. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour un webinaire, si vous avez un sujet qui vous intéresserait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors, si vous êtes toujours là dans le webinaire, donc si vous avez posé des questions, je ne le sais pas puisque j'ai enregistré ça cet après-midi, si vous avez posé des questions, etc., j'ai bien enregistré tout ça. Et puis, je vais vous faire les réponses à la fin de l'enregistrement de cette vidéo que je collerai. Donc, avant le moment où je dis au revoir, vous aurez les réponses à vos questions. Sinon, à vous aussi, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours. Au revoir.